Cela commence comme n'importe quel autre matin jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Une femme noire entre calmement dans un palais de justice, digne, stable et ignorant totalement qu'elle est sur le point d'être agressée par ceux-là même qui ont juré de faire respecter la loi. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Ils se moquent d'elle, l'humilient et violent sa dignité avec des rires suffisants. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils ont simplement touché la mauvaise personne parce qu'elle n'est pas simplement une citoyenne parmi d'autres. Elle est la seule personne ayant le pouvoir de les démanteler, légalement et publiquement. Ce qui suit n'est pas seulement un bilan, c'est une tempête de justice, un dévoilement brutal de la vérité et un bouleversement dans la salle d'audience si violent qu'il bouleverse le monde. Reste avec nous. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui est sur le point de se dérouler. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous d'où vous regardez et quelle heure il est et déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Il était peu après 8 heures du matin lorsque Céleste Monroe a ouvert la portière de sa Buick argentée et a gravi les marches de pierre du palais de justice fédéral de Charleston. Le soleil levant, filtré à travers la mousse espagnole ancienne, étendait de longues ombres fantomatiques sur les escaliers de marbre. Ajustant le col de son blazer bleu marine, elle redressa les épaules et tenait un mince portefeuille en cuir dans une main. Ses talons claquèrent légèrement contre la pierre, un léger battement de tambour de calme et de commandement. Elle ne portait jamais sa toge judiciaire en dehors de la salle d'audience. Elle croyait qu'il fallait entrer dans les espaces non pas comme un symbole d'autorité, mais avant tout comme un citoyen ancré, observateur et humain. Mais aujourd'hui, elle n'est pas considérée comme une juge. En fait, elle n'était pas du tout considérée ni comme une personne de stature, ni comme une personne à respecter. Elle n'était qu'une autre femme noire entrant dans un monde où le pouvoir n'avait jamais été transmis librement. Au principal point de contrôle de sécurité, l'atmosphère a changé au moment où elle s'est avancée. L'adjoint en cricaire, un huissier de justice imprégné des vieilles habitudes et des préjugés usés, plissa les yeux alors qu'elle s'approchait des détecteurs de métaux. Il ne la reconnaissait pas et pire encore, il s'en fichait. Avec un avant-bras épais croisé sur sa poitrine, il tendit une main gantée. « Madame, aboya-t-il, sa voix lourde d'autorité, je vais avoir besoin que vous vous écartiez. » Céleste s'arrêta, non pas par peur, mais par calcul. « Y a-t-il un problème, officier » demanda-t-elle d'une voix égale. Ricker n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux la parcoururent de ses mèches argentées soigneusement torsadées, à son pantalon immaculé, en passant par le calme inébranlable de son regard. Quelque chose chez elle le déstabilisait. Elle avait l'air d'avoir sa place ici. Et dans son monde, il fallait rappeler aux femmes comme elles leur place. Aucune pièce d'identité affichée. « Vous ne pouvez pas entrer dans un bâtiment fédéral habillé comme ça » marmonna-t-il avec dédain. Sans perdre une miette, Céleste a mis la main dans son blazer et a sorti son insigne d'identification fédérale. Le métal brillait vivement sous les lumières fluorescentes. Ricker y jeta à peine un coup d'œil. Au lieu de cela, il le lui arracha des mains, lui lança un regard superficiel et le rangea dans sa poche comme une poubelle. Céleste haussa un sourcil. « J'aimerais que ça me soit rendu. » Au lieu de répondre, il s'approcha, baissant la voix jusqu'à une voix traînante et moqueuse. « Tu es pressé d'arriver quelque part, chérie. » Le mot fit l'effet d'une gifle. À proximité, une jeune gardienne se déplaçait avec inquiétude devant le scanner, captant l'attention dans l'air. Mais elle ne disait rien, se contentait de regarder, figée entre peur et complicité. « Je dois me rendre dans une salle d'audience » a déclaré Céleste, d'une voix nette avec une autorité contenue. « Alors vous suivrez ma procédure » a lancé Ricker. « Et cela inclut les contrôles aléatoires. » « Allons-y. » Avant qu'elle ne puisse répondre, sa main lourde s'agrippa à son bras. Il l'éloigna de la foule, le long d'un couloir latéral et dans une petite salle de projection sans fenêtre. L'air était froid et stérile. Au centre de la pièce se trouvait une seule chaise en acier, un chariot roulant rempli d'équipements et une paire de tondeuses bourdonnantes qui restaient inactives sur le comptoir. Un bruit sourd de malaise résonna dans la poitrine de Céleste. « Je n'accepte pas ça » dit-elle fermement, sa voix traversant le silence. « Vous n'avez aucune raison légale de me détenir. Vous agissez de manière suspecte » il haussa les épaules, comme si c'était suffisant. « C'est assez de raisons ici » ajouta-t-il en lui faisant signe de s'asseoir. Céleste tint bon. Elle n'a pas bougé. Il se pencha, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir le café rassis dans son haleine. « Vous pensez que cet insigne brillant signifie quelque chose ? Pas dans ma salle d'audience. » Soudain, deux autres agents sont entrés. L'une d'elles lui a attrapé le poignet gauche, l'autre la bloqua par derrière.
La voix de Céleste résonna, aiguë et autoritaire. C'est illégal. Je veux vos noms, maintenant. Aucune réponse. Au lieu de cela, Riquet attrapa les tondeuses. Que fais-tu? Demanda-t-elle en élevant la voix. Procédure standard, ricana-t-il. Tu pourrais cacher quelque chose dans ta vadrouille. Avant qu'elle ait pu s'éloigner, le bourdonnement froid de la tondeuse lui a embrassé le cuir chevelu. Une épaisse mèche de cheveux argentés tomba sur le sol. Puis un autre. Et un autre. Céleste resta figée, sentant chaque brin coupé comme s'il lui transperçait l'âme. Le rire résonna cruellement chez l'un des gardes. Elle a déjà l'air mieux, ricana quelqu'un. J'aurais dû venir ici avec un certain respect, dit Riquet en écartant les poils égarés de sa manche. Maintenant, tu as l'air présentable. Les poings de Céleste se resserrèrent sur ses genoux, les jointures blanches à cause de la force de se retenir. Mais quand elle parla enfin, sa voix était calme, froide et dévastatrice. Tu vas le regretter. Riquet eut un sourire narquois. Les gens comme vous disent toujours ça, railla-t-il. Et juste comme ça, c'était fini. Riquet ouvrit la porte et lui fit signe vers le couloir, désinvolte et moqueur. Tu es libre de partir, chérie. La salle d'audience est par là. Céleste se leva lentement. Elle récupéra son badge sur son bureau sans rien demander. Ses mains tremblaient, mais son visage ne trahissait rien. Sous la surface, quelque chose de bien plus dangereux que la colère brûlait en elle, c'était un but. Et en quelques instants, cet objectif allait tout bouleverser. Parce que ce que Riquet ne savait pas était simple. Elle n'était pas là pour regarder. Elle n'était pas une accusée. Elle n'était pas une observatrice. Elle était la juge et sa salle d'audience l'attendait. Le bourdonnement des tondeuses résonnait encore dans son esprit alors qu'elle retournait dans les salles de marbre. Chaque pas pesait lourd non pas de peur, mais de fureur, aiguisé en quelque chose de mortel. La peau crue et piquante de son cuir chevelu était un rappel brutal de ce qu'ils avaient essayé de prendre, des années d'héritage, de fierté, de famille. Dépouillée, comme si cela ne voulait rien dire. En passant dans le couloir, elle croisa les regards nerveux de quelques employés. Ils savaient. Ils avaient entendu. Peut-être même en ont-ils été témoins et pourtant ils n'avaient rien fait. Mais Céleste n'a pas hésité. Elle ne leur permettrait pas la satisfaction de la voir trébucher. Au bout du couloir se dressaient les lourdes portes de la salle d'audience. Derrière eux, un brouhaha de conversation bouillonnait, avocats, journalistes, familles, accusés. Une affaire très médiatisée, des brutalités policières lors d'une manifestation l'année précédente. L'audience d'aujourd'hui a attiré l'attention nationale. Aujourd'hui, justice était censée être rendue. Elle était censée entrer depuis les appartements, en privé. Enfilez votre robe. Personnel au garde à vous. Formalité préservée. Mais aujourd'hui, la tradition ne veut plus rien dire. Elle tendit la main vers les portes, posa ses deux mains sur les poignets en laiton et les poussa avec un craquement retentissant. La pièce s'immobilisa instantanément. Les voix s'étouffèrent. Les têtes pivotèrent. Et elle était là au plus seulement la femme du couloir. Elle passa devant des rangées de visages stupéfaits, avocats, accusés, journalistes à chaque pas, avec une intention inébranlable. Devant, le banc des juges était vide, attendant. Et alors que la foule se rendait compte, une vague de choc les parcourut. La femme qu'ils avaient vue subir l'humiliation. La femme dont le crâne coupé portait la preuve brutale. Elle n'était pas une victime du système. Elle était le système. Le juge. Céleste Monroe se plaça derrière le banc, se tourna et leur fit face à tous. Son visage était calme mais c'était un calme terrifiant, du genre qui évoquait des tempêtes toujours en train de se rassembler. Quelqu'un à la table de la défense a laissé tomber un stylo. L'huissier près de la porte latérale Riquet était devenu raide comme un cadavre. Quand son regard se posa sur le sien, il pâlit, ses lèvres remuant sans bruit, la couleur s'écoulant de ses joues. Le conte avait commencé. Elle n'a pas bronché. Ses mouvements étaient délibérés, presque cérémoniaux, alors qu'elle tendait la main vers la robe pliée avec une précision minutieuse sur la coudoir de son fauteuil. Elle n'a pas appelé à l'aide. Elle n'a pas attendu les annonces rituelles qui accompagnaient habituellement son entrée sur le banc. D'un mouvement lent et sans hâte, elle drapa la robe sur ses épaules, sentant son poids familier s'installer autour d'elle comme une armure attachée avant la bataille. Se tournant vers le greffier, elle s'exprima avec un calme inébranlable.
Est-ce que le dossier est prêt? Sa voix était ferme, mesurée. La réponse du greffier fut tendue, sa voix se brisant sous la tension du moment. Oui, votre honneur. Céleste hocha la tête une fois, un petit geste contrôlé, puis s'abaissa sur sa chaise. Le cuir sous elle émit un léger gémissement, mais elle n'y prêta pas attention. Ses yeux se fixèrent droit devant elle, inébranlables, contournant délibérément l'homme qui avait cherché à la rabaisser. Pas encore. Il ne méritait pas cette reconnaissance. Nous commencerons par un témoignage préliminaire sur l'affaire 2371F, États-Unis contre Charleston Police Department, annonça-t-elle, sa voix coupant clairement l'air lourd, comme si de rien n'était. Les accusations abus de pouvoir, force excessive et violation des droits civiques flottaient dans la salle comme un nuage d'orage. Un murmure collectif de « Oui, votre honneur » lui parvint, discret mais présent. De l'autre côté de la salle d'audience, les avocats bougeaient avec inquiétude sur leur siège, certains avec les yeux écarquillés, d'autres irradiants de culpabilité et quelques-uns bouillonnant de colère. En colère, non pas contre l'injustice, mais contre l'audace d'une femme noire qui a osé revenir, invaincue, alors qu'ils avaient pensé qu'elle serait brisée. Céleste les renvoya tous avec une indifférence silencieuse. « Nous allons procéder, dit-elle simplement. Le premier témoin a été convoqué, un officier qui avait été présent à la manifestation en question. Il avait été filmé en train de pousser un ancien combattant âgé au sol lors d'une manifestation pacifique, lui fracturant deux côtes. Céleste écoutait avec une concentration extrême, son stylo grattant doucement son bloc-notes juridique. Elle n'a posé aucune question. Pas encore. De la périphérie de son champ de vision, elle capta un mouvement, l'adjoint Ricker s'avançait vers l'arrière de la salle d'audience, un tic nerveux dans les mains, un changement nerveux dans sa position. Il ressemblait à un homme essayant de se fondre dans les murs, désespéré d'échapper au jugement dont il savait, au plus profond de ses os, qu'il s'en prendrait à lui. Et il avait raison. Après le témoignage du deuxième témoin, Céleste a demandé une suspension de séance. La salle d'audience se vida dans une brume stupéfaite et onirique. Même les avocats chuchotaient comme des enfants effrayés de réveiller quelque chose d'ancien et de colère. Seule Céleste restait immobile, assise à son banc, attendant. Les minutes passèrent. Lorsque la salle fut pratiquement vide, à l'exception de son commis, de deux officiers et de Ricker lui-même, Céleste détourna finalement son regard. « Adjoint Ricker » appela-t-elle, sa voix coupant le silence comme du verre brisé. Il se figea à mi-chemin. « Avancez » ordonna-t-elle. Il balbutia, la voix brisée. « Oui, votre honneur. » Elle désigna l'étage ouvert au centre de la salle d'audience, l'endroit réservé aux témoins et aux accusés. Ricker se déplaçait lentement, comme s'il marchait jusqu'au bord d'une falaise qu'il ne pouvait pas voir mais dont il savait qu'elle était là. « Indiquez votre nom complet pour le compte rendu » a-t-elle dit. Il cligna des yeux, pataugeant. « Excusez-moi. Tu m'as entendu. Hank. Hank Ricker. Et depuis combien de temps exercez-vous les fonctions d'huissier dans ce palais de justice ? 14 ans, marmonna-t-il. Céleste tapota son stylo contre son bloc-notes deux fois avant de se pencher en avant, le banc lui paraissant soudain plus proche, plus lourd. Et au cours de ces 14 années, adjoint Ricker, combien de femmes avez-vous agressées dans cette salle de sélection ? La couleur disparut de son visage. Il ouvrit la bouche pour protester, pour nier, mais ne parvint qu'à formuler un faible. Je ne savais pas. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, répliqua Céleste, chaque mot étant aiguisé. Il tourna lentement et désespérément, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour le sauver. Mais aucune aide n'est venue. Combien de plaintes ont été déposées contre vous ? Insista-t-elle. Je ne suis pas sûr, balbutia-t-il. La voix de Céleste se durcit et devint quelque chose d'incassable. 12. 12 plaintes formelles. Toutes enterrées. Toutes rejetées. Parce que vous vous êtes caché derrière la procédure. Parce que d'autres vous ont protégé alors qu'ils auraient dû protéger vos victimes. Les lèvres de Ricker tremblèrent. Je ne savais pas qui tu étais. Je pensais. Et ça, dit Céleste, sa voix brisant l'air calme, c'est exactement le problème. Vous pensiez que je n'étais personne. Juste une autre femme noire que vous pouviez intimider, humilier et rejeter sans conséquence. La salle d'audience était si calme que le bourdonnement des ventilateurs de plafond ressemblait à un rugissement. Tu n'as même pas pris la peine de me demander mon nom, dit-elle, le poids tombant comme un marteau.
Riquer essaya à nouveau de parler mais ne trouva aucune voix. Céleste se leva du banc, la pleine présence de son autorité remplissant la pièce. À cause de vos actions, a-t-elle déclaré, chaque mot frappant comme un marteau, ce palais de justice, ce prétendu temple de la justice a été terni. À cause de votre arrogance, la confiance du public a été violée. Et parce que vous avez agressé un juge fédéral en exercice dans ces murs, vous faites maintenant l'objet d'une enquête criminelle. Elle se tourna brusquement vers les policiers postés près de la sortie. Escortez l'adjoint Riquer en détention. Gardez-le séparé de la population générale. Des accusations formelles suivront. Les policiers se déplaçaient à l'unisson, efficaces et silencieux, leurs menottes scintillant sous les lumières de la salle d'audience. Non. Attends, attends, cria Riquer, luttant contre l'inévitable. Tu ne peux pas faire ça. Mais il était trop tard. Elle l'avait déjà fait. La salle d'audience, autrefois lieu d'intimidation pour beaucoup, semblait désormais étrangement creuse. Riquer, l'homme qui régnait sur cet espace depuis des années, avait disparu, réduit à n'être qu'un autre accusé, traîné menotté alors que l'air vibrait encore sous le choc de tout cela. Son insigne a été rendu. Son pouvoir lui a été retiré. Mais son ombre s'attardait dans les regards partagés et inquiets de ceux qui l'avaient su et ne disaient rien. Céleste Monroe se rassit, les mains croisées sur le banc, sa robe n'étant plus seulement du tissu mais une armure forgée dans le feu. Il n'y a pas eu de retour au monde tel qu'il avait été. Et elle ne voulait pas le récupérer. Quelque chose de fondamental avait changé pas seulement en elle, mais dans chaque planche de parquet grinçant, chaque banc en bois de la pièce. Son employé s'approcha doucement, lui tendant une nouvelle série de notes. « Votre honneur, dit-elle doucement. Les prochains témoins sont prêts. » Céleste hocha la tête. « De combien de temps disposons-nous ? » Environ 8 minutes. Le regard de Céleste passa devant elle, à travers la galerie vide où le public allait bientôt revenir. Elle pouvait encore sentir la présence de Riquer comme une tache graisseuse sur le marbre. Elle expira lentement. La journée n'était qu'à moitié écoulée et déjà les lignes de bataille s'étaient redessinées. La porte derrière elle s'ouvrit en grinçant. Céleste se tourna. Une jeune femme entra, pas plus d'une vingtaine d'années, les verres embués par l'agitation de la matinée. Megan, l'une des stagiaires, silencieuse, appliquée, toujours à l'affût de l'action. Aujourd'hui, elle avait l'air secouée. Céleste lui fit un petit signe de tête. « Tout va bien ?» Megan hésita, puis referma la porte derrière elle, serrant fermement un dossier contre sa poitrine. « J'ai vu ce qui s'est passé, » dit-elle d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. À l'extérieur de la salle de projection. Avec l'adjoint Riquer. Je ne savais pas quoi faire. J'aurais dû dire quelque chose. J'avais peur. Céleste l'étudia attentivement, notant le tremblement des mains de la jeune fille, la honte qu'elle portait comme un poids. « Merci de me l'avoir dit, dit doucement Céleste. C'est important. » Je ne l'ai pas arrêté, murmura Megan. Non, acquiesça Céleste, sa voix gentille mais ferme. Mais tu parles maintenant. Et c'est plus que la plupart. Megan déglutit difficilement, se ressaisissant. Si vous avez besoin que je témoigne, dit-elle, d'une voix de plus en plus forte, je le ferai. Céleste tendit la main, plaçant légèrement une main sur celle de Megan. Pas de mots. Juste la reconnaissance discrète du courage retrouvé par la suite. Les portes de la salle d'audience grincèrent à nouveau, cette fois avec un bruit plus lourd. Le public revenait. Céleste se leva tandis que retentissait la voix du commis, plus ferme, plus assurée. Tous, levez-vous. Et ils l'ont fait de certains à contre-cœur, d'autres avec un sentiment de solennité. Même ceux qui autrefois riaient derrière des portes closes se levaient désormais. Céleste reprit sa place. La cour est de retour, a-t-elle annoncé. Le témoin suivant s'est approché de la barre. L'air était différent maintenant au plus lourd, crépitant de quelque chose de plus brut que la colère, le jugement. Howard Brigg a pris la parole, un père noir d'une quarantaine d'années, au visage usé par le temps et les difficultés, aux mains rugueuses après des décennies de travail dans un entrepôt. Sa barbe poivre et sel lui donnait un air de dignité tranquille. Ses yeux, creusés par le chagrin mais brûlants de détermination, rencontrèrent ceux de Céleste. Il a évoqué son fils de 17 ans, plaqué lors d'une manifestation pacifique, plaqué au sol par des policiers désormais assis à la table de la défense. Il a raconté comment le genou d'un policier a écrasé la trachée de son fils. Comment le garçon a survécu, mais de justesse.
Comment il ne pouvait plus parler que d'une voix rauque? Et comment pas un seul officier n'a été tenu responsable? Céleste écoutait, son silence puissant. Chaque mot d'Howard Brigg était plus profond que le précédent, chaque syllabe était une lame, gravant la vérité dans les murs de la salle d'audience. Et personne, pas même ceux qui s'étaient détournés autrefois, ne pouvait plus faire semblant de ne pas l'entendre. Lorsque M. Brigg eut fini de parler, Céleste se pencha, sa voix ferme mais douce. « Monsieur Brigg, dit-elle, merci pour votre courage. Je comprends à quel point cela a dû être difficile. » Il acquiesça d'un signe de tête tremblant, sa voix se brisant alors qu'il répondait « je veux juste savoir que c'est important. Que quelqu'un, quelque part, écoute enfin. » Céleste ne le considérait pas comme un juge à ce moment-là, pas derrière un banc ou à travers le prisme de l'autorité, mais comme quelqu'un qui connaissait intimement la douleur creuse d'être ignoré. « Vous avez été entendu, dit-elle simplement, ses paroles étant un vœu discret. Quelques minutes plus tard, Brigg a démissionné et a dépassé les officiers responsables de la mort de son fils. Ses pas étaient lents, chargés de mémoire mais en quelque sorte plus légers. Céleste a demandé une courte pause. De retour dans le sanctuaire de ses appartements, le silence lui semblait presque insupportable. Elle resta un long moment immobile, regardant le miroir au-dessus du lavabo. Son reflet lui rendit son regard, des cheveux inégaux, une peau rugueuse au-dessus de son oreille gauche. La femme dans le miroir ne ressemblait pas à la figure imposante qui présidait une salle d'audience. Elle ressemblait à un soldat, marqué par le combat et fatigué, mais ininterrompu. Peut-être que c'était là, pensa-t-elle, le véritable visage de la justice, non pas une démonstration de grâce intouchable, mais un combat brutal et acharné pour la vérité. Un combat qu'elle était loin d'avoir fini de mener. Un coup interrompit ses pensées. Son employé poussa la porte à moitié. « Votre honneur, le bureau du procureur de Pointe-Hus vient de déposer une requête sous scellé. Ils veulent immédiatement intensifier les accusations contre Ricker, violation des droits civils, en vertu de la loi fédérale. » Céleste ne cligna pas des yeux. « Bien, dit-elle. Acceptez-le. » Lorsque la porte s'est refermée, elle s'est finalement autorisée à respirer non pas de soulagement, mais d'approfondissement de sa détermination. La journée d'aujourd'hui n'était pas terminée. Pas de loin. La salle d'audience a peut-être vu Ricker tomber, mais ce qui allait suivre serait encore plus important. Un véritable bilan prenait de la force. Lorsque Céleste est revenue sur le banc, la salle d'audience était à nouveau pleine à craquer, mais la sensation était complètement différente. Un changement s'était produit, silencieux mais palpable, comme l'immobilité chargée avant une tempête. Ce n'était pas exactement la peur. C'était une prise de conscience. Les gens étaient assis plus droits. Ils parlaient plus doucement. Ils observaient, comprenant désormais que le pouvoir ne s'annonçait pas toujours par le bruit. Parfois, il entra simplement et revendiquait la pièce. Cette fois, aucun huissier n'annonça son entrée, aucune formalité, juste le bruit craquant de ses chaussures contre le parquet et le doux bruissement de sa robe. Alors qu'elle prenait place, la foule se leva instinctivement. Céleste scruta la pièce, les accusés, les avocats, la presse et les spectateurs qui étaient revenus, leurs visages mêlés de crainte, de peur et d'espoir farouche. Ils attendirent, retenant leur souffle, de voir ce qu'elle ferait ensuite si ce n'était qu'un instant ou le début d'un mouvement. Céleste tapota une fois le marteau. « Le tribunal est maintenant en session », a-t-elle déclaré. Les mots installèrent la pièce comme une couverture lestée. Elle se tourna vers la table du procureur. « Appelez votre prochain témoin. » La salle d'audience a retenu son souffle lorsque le lieutenant Daniel Cook a prêté serment. Il était grand, aux épaules larges, son visage rasé de près et sa posture rigide projetaient le genre d'arrogance pauline et des années derrière un insigne. Il s'assit, s'éclaircit la gorge, croisant soigneusement ses mains sur ses genoux. Céleste le regardait attentivement. Elle reconnut le type, le genre entraîné à porter un sourire comme une armure et à mentir sans transpirer. Le procureur commença prudemment. « Lieutenant Cook, vous étiez présent lors de la manifestation du 14 mai de l'année dernière ? » « Oui, madame, répondit-il. »« Et vous commandiez une équipe de 7 officiers pendant cette période ? » ?»« Correct. »« Avez-vous autorisé le recours à la force contre les manifestants ? » Il se pencha vers le micro, parlant comme un homme donnant une conférence de presse. « J'ai autorisé des mesures non létales de contrôle des foules après que les manifestants soient devenus agressifs, » a-t-il déclaré. Il y avait des cris, des bousculades. Certains étaient armés de bouteilles et de pierres. « Y a-t-il eu des blessés parmi votre équipe ?
Non, je l'ai fait. Et qu'en est-il des blessés parmi les manifestants? Blessures mineures, principalement des contusions. Avant que le procureur ne puisse continuer, la voix de Céleste traversa l'air. Lieutenant Cook, dit-elle. Il se tourna vers elle. Oui, votre honneur? Elle se pencha en avant, le regard perçant. Considérez-vous qu'une trachée écrasée est une blessure mineure? La salle d'audience s'est figée. Cook déglutit difficilement. Eh bien, non, madame. Bien sûr que non. Céleste n'a pas cédé. Alors pourquoi votre rapport officiel d'incident l'a-t-il simplement décrit comme un traumatisme des tissus mous compatible avec une résistance? Cook bougea inconfortablement. C'est un langage standard. Basé sur les premières impressions. De quelles impressions? Demanda-t-elle brusquement. Il hésita. L'officier Valdez a rempli cette section. Et avez-vous révisé et approuvé ce langage vous-même? Une autre pause. Oui, votre honneur. La voix de Céleste était ferme, implacable. Sachant que la victime était un garçon de 17 ans qui n'était pas armé? La bouche de Cook s'ouvrit puis se referma. Il a finalement fait éclater la vérité. Oui. Elle l'observa encore un instant. Pensez-vous que justice a été rendue ce jour-là? Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle réponse. Je crois que nous avons suivi le protocole, dit-il faiblement. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise. Ce n'était pas la question. Cook tâtonna encore, s'éclaircissant la gorge, désespéré de pouvoir s'échapper. Avec respect, votre honneur, je ne peux pas répondre à cela. Ce n'est pas mon rôle. Céleste hocha la tête une fois. Non, dit-elle doucement, c'est à moi. Elle s'est tournée vers le parquet. Vous pouvez continuer. Le reste du témoignage de Cook s'est déroulé avec un détachement clinique, mais chaque phrase aseptisée a atterri comme un coup de poing. Ce ne sont pas seulement les faits qui ont refroidi la pièce, c'est aussi à quel point ils ont fait paraître l'injustice, d'une manière désinvolte et troublante. Lorsque la récréation fut rappelée, la salle bourdonnait de conversations chuchotées, de frappes furieuses des journalistes et de prières silencieuses prononcées par les spectateurs. Une femme près de l'arrière agrippa sa poitrine et, tandis que Céleste passait, prononça un « merci » sincère. Dans l'intimité de ses appartements, Céleste ôta soigneusement sa robe et l'accrocha au portant. Elle le regarda plus longtemps que d'habitude, un vêtement simple, sobre et inoffensif lorsqu'il n'est pas porté. Pourtant, au-delà de ces murs, cela la transformait en autre chose, un emblème de pouvoir. Avec la robe, les gens se levaient. Ils ont écouté. Ils ont fait preuve de respect, parfois par crainte, parfois par peur. Mais il y a quelques heures, dépouillée de sa propre humanité, elle avait été agressée comme si elle n'était rien. Cette contradiction vivait désormais en elle, profondément gravée dans ses os. On frappa encore. Votre honneur, son employé a appelé. Quelqu'un du DOJ est là. Ils disent que c'est urgent. Céleste redressa le dos. Envoyez-les. Un homme en costume gris entra, calme et posé. Il lui tendit une enveloppe cachetée. Juge Monroe, a-t-il déclaré, je viens du bureau des droits civils. J'ai été dépêché au moment où nous avons reçu des rapports sur l'incident de ce matin. Céleste déplia la lettre d'une main ferme. Réponse rapide, a-t-elle remarqué. L'homme acquiesça. Ce palais de justice fait maintenant l'objet d'un examen fédéral. Ce qui s'est passé dans cette salle de sélection n'est pas seulement une faute. C'est une violation du titre 18. Et maintenant qu'il est confirmé que la victime est un juge fédéral en exercice. Il a laissé les mots en suspens. Céleste ne dit rien. Elle n'était pas obligée. Nous lançons une enquête approfondie au personnel du palais de justice, plaintes antérieures, suppression de rapports, obstruction potentielle. Tout. Bien, dit doucement Céleste, sa voix ferme. Commencez par les superviseurs qui ont enterré ces 12 plaintes contre Ricaire. Passez ensuite aux juges qui les ont approuvées. L'homme sourit faiblement, comme s'il n'en attendait pas moins d'elle. À la porte, il s'est arrêté et a ajouté, encore une chose, juge Monroe. Les images de ce matin sont virales. Elles sont partout. CNN, MSNBC, les réseaux sociaux. Même quelques personnes au Sénat posent des questions. Céleste ne sourit pas. Elle n'a pas célébré. Elle hocha simplement la tête une fois, car elle avait compris.
Ce n'était pas une justification. Ce n'était que le début. Céleste secoua légèrement la tête, un mouvement subtil, presque imperceptible. « Je ne l'ai pas fait pour eux, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Il sourit, une courbe entendue et presque fière de ses lèvres. Non, dit-il doucement. Et c'est exactement pourquoi c'est important. Lorsqu'il sortit, laissant la porte fermée en chuchotant derrière lui, Céleste se laissa lentement s'enfoncer dans le cuir usé de sa chaise. À l'extérieur des épaisses portes en bois, les bruits familiers d'une salle d'audience se rassemblant parvenaient à ses oreilles, le claquement aigu des chaussures cirées sur le carrelage, le mélange anxieux de papiers préparés à la hâte et les échanges feutrés et urgents entre les avocats de la défense se précipitant pour recalibrer leur stratégie. La bataille était loin d'être terminée. Mais Céleste était prête. Parce qu'il n'y avait jamais eu aujourd'hui un huissier corrompu, un seul acte haineux. Il s'agissait d'arracher le masque de tout un système, d'exposer la pourriture qui avait été laissée s'envenimer dans l'ombre pendant bien trop longtemps. Et maintenant, ce masque glissait plus vite que quiconque ne pouvait l'arrêter. La salle d'audience était désormais bondée au-delà de sa capacité. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. D'abord l'arrestation, puis la vidéo, et enfin la révélation de la femme derrière tout cela, la juge fédérale qui avait été humiliée en entrant dans son propre palais de justice, dépouillée de sa dignité mais pas de sa force, et qui était toujours montée sur le banc quelques minutes plus tard, inébranlable, ininterrompue. Tout le monde voulait avoir un aperçu de ce qui allait se passer ensuite. Les équipes de tournage planaient comme des bus devant les marches du palais de justice. À l'intérieur, les journalistes se bousculaient pour gagner de la place dans les derniers rangs, les stylos volants, les enregistreurs roulants. Des avocats des droits civiques étaient venus d'Atlanta, DC, et même de Chicago, attirés par la gravité du moment. L'air était électrique, lourd d'attente. Il ne s'agissait plus d'un cas isolé. C'était une histoire en mouvement, une collision entre justice et jugement, se déroulant en temps réel. Derrière le banc, Céleste resta immobile alors que l'employé s'approchait et lui murmura avec urgence à l'oreille. « Ils sont ici, les avocats de la défense. Ils demandent un avocat spécial. » Céleste haussa un sourcil, sans surprise. « Pour quelle raison ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Ils prétendent que l'affaire est compromise. Que vous, juge, êtes personnellement partial. » Céleste expira lentement, le poids de leur prévisibilité se pressant contre ses côtes. Bien sûr. Lorsque les faits étaient indéniables, ils s'en prenaient toujours à celui qui les énonçait. Elle hocha la tête une fois, d'un mouvement vif et décisif. « Laissez-les demander, dit-elle froidement. Je vais y répondre officiellement. » Et sur ce, elle entra dans l'atmosphère chargée de la salle d'audience. « Tous, levez-vous » cria l'huissier. La pièce obéit dans une synchronisation quasi silencieuse. Céleste ne regarda ni à gauche ni à droite. Elle se dirigea directement vers le banc, s'assit avec une autorité ferme et tapota une fois son marteau. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle. Le souffle collectif de la pièce sembla se relâcher d'un seul coup. Un avocat de la défense vêtu d'un costume à fines rayures se leva. Entre le milieu et la fin de la quarantaine, il se comportait avec la confiance exercée de quelqu'un habitué à façonner des récits à la fois pour les jurys et pour les caméras. « Votre honneur, commença-t-il, avant de continuer, nous aimerions demander officiellement une requête pour un avocat spécial. En raison des récents développements. » Céleste l'interrompit doucement. « Vous voulez dire l'arrestation de l'adjoint Ricker et l'agression qui a eu lieu dans ce palais de justice ?» Il hésita, visiblement déséquilibré. « Oui, votre honneur, admit-il prudemment. »« Et ton inquiétude » insista-t-elle. Il s'éclaircit la gorge, enfilant ses chaussures cirées. Que ces événements puissent jeter le doute sur l'impartialité judiciaire. La galerie s'agitait, un murmure sourd-ondulant à travers les rangées bondées. Céleste restait tout à fait calme. « Vous suggérez, dit-elle glacialement, que parce que j'ai été agressée en raison de ma race et de mon sexe, publiquement, vicieusement, que je suis désormais incapable d'exercer mes fonctions ? Je suggère, répondit-il en choisissant ses mots avec soin, que le perception de partialité pourrait être préjudiciable. » Céleste leva la main, l'interrompant au milieu d'une phrase. « Laisse-moi t'arrêter là. » Elle se leva de son siège, sa robe légèrement gonflée alors qu'elle se dirigeait vers le bord du banc, commandant la pièce sans élever la voix. « J'ai été publiquement agressée, a-t-elle déclaré, ses paroles étant aussi fermes qu'un battement de tambour. Humiliée non pas à cause d'une action que j'ai entreprise, mais parce que quelqu'un a vu une femme noire entrer dans un palais de justice et a supposé qu'elle n'en faisait pas partie.
Elle fit une pause, permettant au poids de ses mots de s'installer dans tous les coins de la pièce. Et comment ai-je réagi? J'ai pris la place qui me revient à ce banc. J'ai mené ces procédures dans le respect inébranlable de chaque loi, de chaque règle, de chaque code d'éthique même lorsque d'autres ont choisi la lâcheté plutôt que le courage. La mâchoire de l'avocat de la défense se tendit, mais il ne dit rien. La voix de Céleste s'est aiguisée, traversant la salle d'audience comme une lame. Vous voulez parler de partialité, elle a défié. Le vrai parti pris, c'est un homme qui agresse une femme sans justification, lui rasant les cheveux comme si elle n'était pas humaine, sans jamais lui demander son nom. Le vrai parti pris, ce sont 12 plaintes formelles, déposées par des victimes qui me ressemblaient, discrètement enterrées par cette même institution. Elle se pencha en avant, son regard fixé sur celui de l'avocat, inébranlable. Vous voulez remettre en question les conflits d'intérêts? Parlons du nombre de juges qui ont approuvé la mauvaise conduite de l'adjoint Riquer. Parlons du nombre de procureurs qui ont refusé de poursuivre justice. Parlons de l'histoire de votre propre cabinet, défendre des officiers dont les casiers judiciaires étaient plus longs que leur curriculum vitae. Il ouvrit la bouche, peut-être pour protester mais se ravisa. Parce que chaque mot qu'elle prononçait était la vérité indéniable. Céleste se redressa de toute sa hauteur. Ce tribunal va procéder, a-t-elle déclaré. Je ne me récuserai pas. Et si vous pensez que les preuves ne peuvent résister à l'examen minutieux de mon autorité, vous êtes libre de faire appel. Je vous remettrai même les documents moi-même. D'un coup sec de son marteau, elle mit fin à l'affaire. Prochain témoin. L'accusation a appelé une nouvelle voix à la barre, pas celle d'une victime cette fois, ni celle d'un manifestant. Une ancienne employée du palais de justice, une femme noire d'âge moyen avec un costume élégant, des cheveux coupés courts et des lunettes qui brillaient sous les lumières crues. Elle s'appelait Denise Talley. Céleste l'a reconnue instantanément, non seulement grâce à ses dossiers personnels, mais aussi après des années d'observation silencieuse. Denise, qui avait travaillé assidûment aux archives, qui avait servi sans se plaindre, sans reconnaissance jusqu'à maintenant. Denise a prêté serment. Elle a ajusté son blazer, sa posture ferme, sa présence tranquillement provocante. Le procureur s'est avancé. Mademoiselle Talley, pouvez-vous nous parler de votre ancien rôle dans ce palais de justice? J'ai été superviseur des archives pendant 8 ans, répondit Denise d'un ton ferme. Avant cela, je travaillais à la réception. Et pendant votre mandat, a poursuivi le procureur, avez-vous jamais été informé de plainte contre l'adjoint Riquer? Les yeux de Denise s'assombrirent de souvenirs. Oui, dit-elle sans détour. Beaucoup trop pour les compter. Pouvez-vous estimer? 12 plaintes officielles, a-t-elle déclaré. Au moins 2 fois plus, officieusement. Et que sont devenues ces plaintes? Le regard de Denise se tourna vers Céleste, puis se stabilisa. Ils ont été maltraités. Certains ont été discrètement marqués comme résolus sans enquête. D'autres ont simplement disparu. La pièce bougea dans un halètement collectif. Et qui a commandé ça? Denise a hésité puis a prononcé le nom qui a fait exploser la salle d'audience comme le tonnerre. Juge Terran Mahoney. Le choc parcourut la foule. Mahoney, la figure respectée et vénérée, l'homme même qui avait autrefois encadré Céleste elle-même. Pourquoi supprimerait-il ces rapports? Demanda doucement le procureur. La voix de Denise tremblait de fureur et de chagrin. Il a dit que c'était pour préserver la confiance du public, a-t-elle déclaré. Le fait de diffuser l'information donnerait l'impression que le palais de justice est faible. Céleste resta complètement immobile, même si à l'intérieur, la piqûre familière de la trahison brûlait à nouveau. Elle avait déjà entendu ce mensonge, préserver les apparences était plus important que protéger les gens. Autour d'elle, les visages changeaient. Certains pâles, d'autres honteux. Pour la première fois, beaucoup étaient confrontés à une vérité qu'ils avaient longtemps choisi d'ignorer, ils n'avaient pas rendu justice, seulement le silence. Denise, la voix renforcée, continua. J'ai vu des hommes comme Riquer parcourir ces couloirs sans crainte. J'ai vu de jeunes stagiaires noirs fouillés et interrogés sans motif. J'ai vu des témoins intimidés et réduits au silence. Chaque fois que je parlais, on me disait, c'est comme ça. Des larmes brillaient au coin de ses yeux. Eh bien, dit Denise, la voix brisée, plus maintenant. Céleste déglutit difficilement. Ce n'était pas seulement un témoignage, c'était un tremblement de terre déchirant les fondations de leur monde. Elle a demandé une pause. La salle d'audience était agitée,
bourdonnante de quelque chose de plus que de l'anticipation. Quelque chose comme de l'espoir. Alors que Céleste quittait le banc, elle entendit le murmure d'un jeune journaliste de la galerie. Elle ne dirige pas seulement cette salle d'audience, souffla-t-il. Elle est en train de le réécrire. Et il avait raison. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'un procès. C'était un bilan qui allait faire trembler les murs bien au-delà de ce palais de justice. En début d'après-midi, les marches du palais de justice n'étaient plus vides. Ce qui avait commencé avec quelques journalistes s'est maintenant transformé en une foule de manifestants, activistes, citoyens en noir et blanc, jeunes et vieux, côte à côte. Ce n'était pas chaotique. C'était délibéré. Une force silencieuse qui prend de la force. À l'intérieur, Céleste était assise à son bureau, regardant par la grande fenêtre de ses appartements l'océan grandissant de visages. Des panneaux flottaient dans la brise, leur message était clair. La justice commence maintenant. Protéger les femmes noires. 12 plaintes. 0 responsabilité. Céleste ferma les yeux, non pas pour l'éteindre, mais pour en absorber chaque morceau. Le bruit, la tension, la vérité enfouie depuis longtemps qui crie enfin à la surface. On frappa à sa porte. Lorsqu'elle s'est ouverte, son employé est entré et derrière elle se tenait une silhouette du passé. Révérend Marcus Hill. Les années avaient gravé des lignes sur sa peau sombre et sa barbe était devenue argentée, mais le feu dans ses yeux restait. Il s'avança avec le poids et la grâce d'un homme qui avait trop porté, trop vu et qui avait quand même choisi de se lever et de se battre. Juge Monroe, dit-il d'une voix chaude et ferme. Révérend, répondit-elle en se levant à sa rencontre. Et ensemble, ils se tenaient debout, prêts pour ce qui allait suivre. Je ne te garderai pas longtemps, dit-il d'une voix basse mais ferme. Je voulais juste que tu saches, nous te voyons. Nous voyons ce que tu fais. Et nous sommes avec toi. Elle hocha la tête, sentant une soudaine sensation d'émotion lui serrer la gorge. Avant qu'elle ait pu parler, il lui mit un bout de papier plié dans la main. Certaines personnes à l'extérieur, a-t-il poursuivi, étaient également des victimes. Victimes de Ricker. Victimes d'autres comme lui. Elles n'ont jamais été convoquées au tribunal, jamais entendues, mais elles sont prêtes maintenant. Si vous voulez leurs histoires, elles sont prêtes à les raconter. Elle déplia le papier, les mains légèrement tremblantes. Une liste de noms, de numéros et de notes griffonnées à la hâte la regardait bien plus longtemps que ce à quoi elle s'était attendue. Combien d'entre elles sont de nouvelles plaintes? Demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. La plupart, dit-il. Certains remontent à plusieurs années. Certains avaient peur. Certains se sont fait dire que cela n'en valait pas la peine. Céleste leva les yeux vers les siens. Ils avaient tort, dit-elle fermement. Ça vaut le coup maintenant. Un léger sourire effleura les lèvres de Marcus. Ça vaut le coup grâce à toi. Elle n'a pas répondu à voix haute. Mais son silence résonnait plus fort que n'importe quel mot. Après son départ, elle est restée assise, regardant la liste, les preuves de vie que ce palais de justice avait échoué ou non seulement ignorées, mais activement réduites au silence. Cela s'est terminé aujourd'hui. De retour à l'intérieur de la salle d'audience, la galerie avait doublé sa taille. La nouvelle du témoignage de Denis Tally s'était répandue comme une traînée de poudre. Les journalistes avaient commencé à diffuser en direct, à l'extérieur, les gens se pressaient autour des fenêtres du palais de justice, se blottissant les uns contre les autres sous le soleil éclatant d'octobre, les téléphones collés aux vitres. L'énergie était différente maintenant. Lorsque Céleste entra, la pièce s'éleva à nouveau mais ce n'était plus seulement une habitude ou un respect pour son titre. C'était pour quelque chose de plus grand. C'était ce qu'elle représentait désormais. Elle a tapoté une fois avec son marteau. Nous sommes prêts à procéder, a-t-elle déclaré d'une voix claire. Le témoin suivant était inattendu ou quelqu'un envoyé non pas pour enquêter, mais pour témoigner, Andrew Taylor, un maréchal américain. Noir, la cinquantaine avancée, boitant légèrement suite à une blessure de longue date lors d'une arrestation bâclée en 2001. Il avait autrefois servi dans ce même palais de justice, et maintenant il était revenu, non pas pour faire respecter le silence, mais pour porter la vérité. Après avoir prêté serment, il se pencha vers le micro. J'ai travaillé ici de 2004 à 2012, a déclaré Taylor. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai laissé passer la plupart d'entre elles. Je ne voulais pas d'ennui. Je ne voulais pas qu'on me traite d'officier noir en colère. Il croisa les yeux de Céleste.
Mais ce que j'ai vu de Ricker, j'aurais dû le dire. Je ne l'ai pas fait. Et je porte ce regret avec moi chaque jour. Céleste hocha lentement la tête, lui laissant un espace pour continuer sans jugement. Il a commencé petit, a poursuivi Taylor. De petites choses. Manque de respect. Surveillance excessive. Commentaires. Mais ça a dégénéré. En 2010, il n'était pas seulement agressif, il était dangereux. L'avez-vous signalé, a demandé le procureur. La voix de Taylor était ferme. J'ai déposé une note auprès des affaires internes. Elle a disparu. Quand j'ai posé la question, on m'a répondu, je cite, « C'est le genre d'homme que nous voulons pour gérer les gens difficiles. » Une vague de murmures dégoûtés se répandit dans la salle d'audience. Le marteau de Céleste les calma. Taylor se pencha plus près, la voix pleine d'émotion. Je suis parti 2 ans plus tard. Pas à cause du travail, mais à cause de ce que le silence me faisait. La culpabilité. Mais je suis là maintenant. Parce que, juge Monroe, ce que vous avez fait après ce qu'ils vous ont fait, c'est plus grand que n'importe quel banc. La salle retint son souffle. Et pour la première fois ce jour-là, Céleste n'a pas répondu au non pas parce qu'elle n'avait pas de mots, mais parce que certains moments sont trop sacrés pour qu'on puisse en parler. Certains moments sont censés faire écho. Le lendemain matin, le ciel de Charleston était bas et gris, chargé de nuages de pluie. Il s'abattit sur la ville comme un avertissement, un règlement de compte. Dans les appartements de Céleste Monroe, le silence était encore plus pesant. Elle était assise derrière son bureau, regardant l'épais dossier en papier cartonné marqué dossiers internes confidentiels. Il avait été prononcé sans un mot par un administrateur du tribunal dont le visage était pâle, comme si le simple fait de le toucher le brûlait. Elle l'a ouvert. À l'intérieur, documents, courriels, mémos, signatures 12 plaintes formelles contre l'adjoint en Ricker s'étalant sur 15 ans. Tout le monde a été renvoyé. Chaque licenciement était signé d'un nom qu'elle vénérait autrefois, le juge Terence Mahoney, son mentor, l'homme qui lui avait dit un jour quel était exactement ce dont la magistrature avait besoin. Maintenant, elle voyait son nom au bas des dénis après les dénis, chacun marqué d'une phrase froide et mécanique, allégation non fondée. Aucune autre action n'est requise. Mais caché au fond, un mémo a attiré son attention. Il s'agissait d'une note confidentielle entre Mahoney et la sécurité du palais de justice d'il y a 5 ans. Ricker est peut-être brutal sur les bords, mais il maintient l'ordre, surtout avec certains groupes. Il est préférable de le laisser suffisamment tranquille. Les doigts de Céleste se resserrèrent jusqu'à ce que le papier se froisse dans sa main. C'était là où dit à voix haute la partie silencieuse. Et il ne s'agissait plus seulement de Ricker. C'était tout le système. La machine qui l'avait protégé, encouragé, lui avait permis de devenir plus audacieux, plus cruel pour autant qu'elle servait une illusion d'ordre. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, regardant le plafond. Ce n'était pas un cas. C'était une épuration. On a frappé. Son employé entra tranquillement. Votre honneur, dit-elle d'une voix tamisée, la commission judiciaire du Sénat a demandé votre déclaration concernant les échecs du contrôle judiciaire lié à l'incident de Ricker. Céleste eut un sourire sinistre. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Maintenant que les caméras nous regardent. Le greffier hésita. Il y a plus encore. 2 juges à la retraite et un ancien procureur ont démissionné ce matin. Invoquant des raisons de santé au point. Des roses célestes. Amenez les avocats. Tous. Nous en terminons aujourd'hui. 1 heure plus tard, la salle d'audience était à nouveau pleine à craquer au non seulement des locaux, mais aussi des journalistes nationaux, des étudiants et des militants. Sur le premier banc se trouvait une rangée de jeunes étudiants en droit noir, leurs cahiers prêts, les yeux écarquillés. Ce n'était plus seulement l'histoire de Charleston. C'était celui de l'Amérique. Céleste s'assit et tapota le marteau. Ce tribunal siège désormais. Elle scruta la pièce. Avant les plaidoiries finales, j'inscris de nouveaux éléments au dossier, a-t-elle déclaré en faisant un signe de tête à son greffier, qui en a distribué des copies aux 2 tables. Ce dossier contient toutes les plaintes précédentes déposées contre l'adjoint Ricker, la correspondance documentant leur suppression et les noms de tous les responsables qui ont signé leur ignorance. L'avocat de la défense s'est levé d'un bond pour protester. Céleste le fit taire d'une main levée. Asseyez-vous. Sa voix était calme. Finale. Elle se tourna vers la galerie. Ce tribunal ne protégera plus les institutions aux dépens des individus.
Le silence n'est pas neutralité. Il ne l'a jamais été. Son regard s'est aiguisé. Chaque signature dans ce dossier était un choix. Un choix pour protéger les prédateurs, écarter les victimes et soutenir un système fondé sur la peur. Elle a regardé directement l'avocat de la défense dans les yeux. Et ça se termine aujourd'hui. Un profond calme remplissait la pièce. Puis, au fond, une voix s'éleva. Votre honneur ? Un homme d'une soixantaine d'années s'avança, son chapeau à la main. Je m'appelle Louis Bryant, dit-il, la voix tremblante. En 2011, Ricker m'a arrêté ici même. Il m'a plaqué contre un mur. Il m'a cassé 2 côtes parce que j'avais élevé la voix lorsque le dossier de ma fille a été rejeté. Céleste demanda doucement, avez-vous porté plainte ? Je l'ai fait, a-t-il déclaré. À la réception. Ils m'ont dit que j'avais trébuché. C'est ce que dit le rapport. Je ne suis jamais revenu. Mais je suis là maintenant. Céleste se leva. Quelqu'un d'autre ? Un instant, silence. Puis les mains se sont levées. 1. 5. 10. 15. Chaque main, une histoire. Chaque histoire, une vérité longtemps enfouie. Céleste n'a pas pleuré. Elle n'a pas souri. Elle a simplement regardé la vérité apparaître enfin autour d'elle indéniable et imparable. La dernière journée d'audience a commencé sous une pluie battante, comme si le ciel lui-même témoignait de ce qui allait se dérouler. Les rues ont été inondées. Le pouvoir vacilla. Pourtant, ils sont venus aux journalistes, manifestants, citoyens, parapluies et appareils photo à la main, attirés par le poids de l'histoire en train de s'écrire. À l'intérieur, la salle d'audience vibrait d'une attente silencieuse et électrisée. Céleste entra sans cérémonie. Pas de marteau. Aucune annonce. Devant le banc, elle s'arrêta. Puis elle ôta sa robe, la plia soigneusement et la posa sur la chaise. Elle se tenait telle qu'elle était, non protégée par un titre, non protégée par une tradition, mais comme une femme debout. Je suis assise derrière ce banc depuis des années, a-t-elle déclaré d'une voix forte. J'ai porté la robe, prononcé les décisions, suivi les procédures. Mais je suis aussi resté silencieux plus longtemps que j'aurais dû. Pas plus. Elle se tourna, croisant le regard de toutes les personnes qui avaient été réduites au silence, rejetées. Ce tribunal déclare l'adjoint en Ricker coupable d'abus de pouvoir, de violation des droits civiques et de faute officielle. Mais cela ne s'arrête pas là. Elle s'avança. Ce tribunal recommande un examen immédiat de chaque plainte déposée contre lui, ainsi que des enquêtes formelles sur tous les responsables qui ont contribué à les dissimuler. Puis elle souleva un dossier. Ceci, dit-elle, c'est le mandat Monroe. Cela nécessiterait une formation anti-préjugés, des examens psychologiques, des évaluations régulières et des politiques de tolérance zéro à l'égard de la discrimination au sein des tribunaux. Et je porterai cela devant le circuit. Au pouvoir judiciaire. Au Sénat s'il le faut. Parce que ce qui m'est arrivé n'aurait jamais dû arriver à personne. Et je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Aucun applaudissement n'a suivi. Juste du silence, un silence profond, féroce et résonnant. Elle a terminé, il n'a jamais été question de vengeance. C'était une question de responsabilité. Il s'agissait de regarder ce système brisé droit dans les yeux et de dire, plus maintenant. Et c'est là que les comptes ont commencé. Considérez-vous comme prévenu. Elle tapota à nouveau le dossier. Je transmettrai des recommandations de radiation, de révision formelle et d'éventuelles accusations au ministère de la Justice pour chaque fonctionnaire ayant joué un rôle dans l'enterrement de la vérité. La salle d'audience ne bougeait pas, ne pouvait pas bouger. Puis Céleste leva les yeux, juste au-delà des bancs, vers la grande fenêtre cintrée derrière la galerie. L'orage faisait toujours rage dehors, mais la lumière commençait à filtrer, un rayon de soleil traversant le sol en marbre. Elle hocha la tête une fois, comme si elle acceptait le timing. Avant de conclure, il y a encore une question à traiter. Elle regarda vers l'entrée latérale. Les policiers ont ouvert la porte et Ricker est entré, toujours menotté, sans uniforme, le visage pâle, creux, brisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec des contusions ou des coups. Il fut conduit au front, aux côtés de son défenseur public. Céleste lui fit face, non pas avec vengeance, mais avec feu. Monsieur Ricker, ce tribunal vous condamne aux peines maximales autorisées par la loi fédérale. 6 ans d'emprisonnement pour abus de pouvoir,
5 ans pour violation des droits civils et 1 an supplémentaire pour entrave. Elle fit une pause. Mais ce n'est que la partie juridique. Il n'a pas levé les yeux. Et voici la partie humaine maintenant. Sa voix baissait, calme mais tranchante. Vous avez passé votre carrière à décider qui était digne de dignité et qui ne l'était pas. Vous pensiez que l'insigne vous immunisait, que le silence vous protégerait, que les gens comme moi ne tiendraient jamais le marteau. Ses yeux se posèrent sur les siens. Eh bien, maintenant tu peux t'asseoir sur le siège que tu as fait pour les autres. Pas de badge, pas de robe, juste le poids de ce que tu as fait. Elle fit un signe de tête au policier. Emmenez-le. Alors que Riquer était escorté dehors, la salle d'audience n'a pas applaudi. Personne n'a applaudi. Il se contentait de regarder, parce qu'il ne s'agissait pas de célébrer. Il s'agissait de témoigner. Et parfois, c'est plus puissant que les applaudissements. Céleste baissa à nouveau les yeux sur le dossier. Le mandat Monroe. Elle le ferma, souleva sa robe du banc et parla une dernière fois. L'audience est levée. Le palais de justice se vida lentement, comme une tempête qui dégageait une goutte à la fois. Les gens ne se sont pas précipités. Ils s'attardèrent. Conversation calme, douce étreinte. Quelques-uns s'arrêtèrent pour toucher les rampes, les portes de la salle d'audience, comme s'ils s'enracinaient dans un endroit qui jusqu'alors ressemblait à une forteresse trop froide pour se plier. Céleste était assise seule dans ses appartements. Les dossiers de fichiers avaient disparu. La salle d'audience était calme. Le peignoir était accroché au dossier de sa chaise, comme toujours. Mais cette fois, c'était différent, plus léger. Non pas parce que le fardeau avait disparu, mais parce qu'il avait été prononcé à haute voix. Elle se tourna sur sa chaise et se tourna vers le miroir derrière son bureau. Son reflet lui rendit son regard. Les taches inégales sur son cuir chevelu avaient commencé à se développer. Les anneaux d'argent qui couronnaient autrefois sa tête revenaient, mais lentement et de manière inégale. Il y avait une partie d'elle qui voulait les cacher, couvrir les cicatrices, lisser les morceaux qui semblaient encore exposés. Un coup lui arracha les pensées. C'était sa sœur, non. Elle ne dit pas un mot en entrant, se contenta de s'approcher et de sortir un tabouret pliant d'un coin de la pièce. Elle l'a placé derrière Céleste, a sorti une petite paire de tondeuses et les a branchées. « Tu es prêt ?» elle a demandé. Céleste croisa son regard dans le miroir. Il n'y avait plus de peur là-bas. Résolvez simplement. « Ouais, murmura-t-elle. Finissons en. N'en bougez lentement, doucement. Chaque passage de la tondeuse était prudent, délibéré. Les brins inégaux restants se sont effondrés un à un, non pas par honte cette fois, non pas comme un acte de violence, mais comme un choix, un bon départ. Quand on en eut fini, elle tendit un miroir à Céleste. Céleste le retourna dans sa main avant de finalement regarder. Le reflet me regardait, audacieux, nu, fort et beau. Vous pourriez faire ça tous les jours tout en restant propriétaire de chaque pièce dans laquelle vous entrez, a déclaré Nan avec un sourire. Céleste ne répondit pas tout de suite, se contentant de se regarder. C'est qui je suis maintenant, dit-elle doucement. Non, corrigea Nan. C'est ce que tu as toujours été. Maintenant, le reste du monde vient de te rattraper. Ils sourirent tous les deux. Cette nuit-là, Céleste est sortie du palais de justice sans perruque, sans foulard, sans chapeau, juste la tête haute et nue sous les lumières de la ville. Alors qu'elle marchait sur le trottoir, un petit groupe de badauds l'a repérée. Il n'y avait cette fois ni caméra, ni journaliste, juste des gens. Une femme, peut-être âgée de 70 ans, à la peau brune et aux lunettes épaisses, s'est avancée et a doucement posé sa main sur le bras de Céleste. « Je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour voir quelqu'un comme toi faire ce que tu viens de faire, » dit-elle, la voix tremblante. Céleste lui prit la main. « Vous avez fait plus que survivre. Vous avez ouvert la voie. » Derrière elle, un adolescent s'approcha timidement. Pas de mots, juste un regard. Puis elle ôta son sweat à capuche, révélant sa tête rasée, et hocha la tête. Céleste hocha la tête en retour. Quelque chose s'est passé entre eux, un héritage silencieux. Plus tard dans la nuit, Céleste se tenait sur son porche, regardant son quartier calme. Les lumières du porche clignotaient doucement. Un vent remuait les chênes. À l'intérieur, son téléphone sonna. Des dizaines de SMS, de mails, de titres d'actualité, mais elle les a laissés attendre. Ce soir, ce n'était pas une question de bruit. Il s'agissait d'enfin s'entendre respirer. Le lendemain matin,
elle est retournée au palais de justice. Comme d'habitude, du moins sur le papier. Mais les gens l'ont remarqué. Le peignoir est resté plus longtemps que d'habitude. Les regards s'attardèrent, mais différemment cette fois, ni dans la confusion, ni dans le rejet, mais dans la reconnaissance. Lorsqu'elle entra dans l'ascenseur du juge, le concierge lui fit un signe de tête avec un petit poing sur la poitrine, un geste de fierté. L'un des plus jeunes agents de sécurité a levé le pouce subtilement, puis a rapidement détourné le regard en rougissant. Et lorsqu'elle est entrée dans la salle d'audience pour une nouvelle audience, juste un litige civil de routine, la salle entière s'est levée avant même que le greffier ne l'annonce. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Elle hocha la tête une fois et s'assit. La loi ne s'est pas arrêtée. Il y a eu plus de cas, plus de requêtes, plus de dossiers. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas seulement dans les règles. C'était dans la pièce. La justice avait désormais un nouveau visage, et elle ne s'excusait pas de l'espace qu'elle prenait. Céleste parcourait les couloirs différemment, ni plus fort, ni plus dur, juste plus plein, comme quelqu'un qu'on avait fait rétrécir pendant des années et qui se souvenait enfin de ce que signifiait se tenir à pleine hauteur. Les caméras sont toujours arrivées. Il y a eu des interviews qu'elle n'a pas faites. Des titres qu'elle n'a pas lus. Mais l'une d'elles a attiré son attention quelques jours plus tard, collée sur le réfrigérateur de la salle de repos. Un juge fédéral refuse de reculer après une agression publique et lance une réforme historique depuis le banc. Quelqu'un avait griffonné au charpie en dessous. C'est notre juge. Et cela la fit sourire. Elle n'a pas pour objectif de devenir un symbole. Elle s'est mise à faire son travail. Mais à un moment donné, tenir bon est devenu quelque chose de plus. C'est devenu la permission pour d'autres de se lever aussi. Les mois passèrent. La salle d'audience qui résonnait autrefois de silence et de peur contenait désormais quelque chose de différent. Pas de perfection, pas de paix, mais de présence. Un autre type de calme. Le genre de chose qui est arrivé lorsque les gens savaient qu'ils seraient entendus. Le mandat de Monroe s'était étendu, d'abord au palais de justice, puis à l'ensemble du district. D'autres juges l'ont adopté. D'autres villes ont appelé à ce sujet. Un projet de loi était en cours d'élaboration au Congrès. Or, Céleste n'avait pas prévu ça. Mais là encore, une grande partie de ce qui s'est passé n'était pas planifié. Elle n'avait tout simplement pas reculé. Cela seul a suffi à inverser la tendance. Elle a continué à travailler, jour après jour. Contentieux civil, dossier de garde, audience fiscale. Mais derrière chaque décision se cachait désormais une intention plus profonde, une conscience plus forte. Pas seulement ce que disait la loi, mais aussi ce que la loi avait ignoré. Un après-midi, Céleste entra dans une classe de collège. Le professeur l'avait invitée à parler de justice, de courage. Elle s'attendait à 10 enfants et à un silence gênant, mais la salle était pleine. Ils avaient regardé le procès, lu les articles. Certains avaient écrit des essais. D'autres ont fait des signes. Il y en avait un enregistré au tableau qui disait simplement « Soyez comme le juge Monroe ». Elle n'a pas parlé longtemps. Elle n'en avait pas besoin. Les enfants ont posé les vraies questions. Comment restez-vous calme quand les gens vous détestent? Qu'est-ce que tu as ressenti quand ils t'ont coupé les cheveux? As-tu déjà voulu abandonner? Elle leur a répondu à tous honnêtement. Mais la dernière restait à ses côtés, une fille tranquille dans un coin, à peine plus forte qu'un murmure. Croyez-vous toujours au système? Céleste fit une pause, puis dit. Je ne crois pas à ce qu'était le système. Mais je crois en ce qu'il peut devenir. Et je crois que des gens comme vous posent cette question. C'est comme ça que ça change. Lorsqu'elle a quitté l'école, elle a pleuré dans la voiture pour la première fois depuis des mois. Pas par douleur, mais par espoir. Peu de temps après, la Maison Blanche a appelé, non pas pour un petit mot, mais pour quelque chose de plus. Céleste Monroe avait été choisie pour recevoir la médaille présidentielle de la justice. La cérémonie serait télévisée, les discours préparés, les dignitaires présents dans la salle, mais rien de tout cela ne lui importait. Ce qui comptait, c'était qui serait au premier rang. Non, son commis, son ancienne stagiaire Megan, maintenant étudiante en première année de droit, le révérend Hill. Et assise dans le coin le plus éloigné, entourée de rangées de fonctionnaires en costume, se trouvait la fille tranquille de la classe, celle qui avait posé la vraie question. La scène était constituée de grandes marches en marbre blanc menant au podium. Le président se tenait à l'écart.
Lorsque Céleste s'avança, les applaudissements montèrent comme une vague. Mais elle n'a pas levé la main, ni fait signe. Elle s'est simplement dirigée vers le microphone et a commencé. Je n'étais pas censé être ici. La pièce resta immobile. Non pas parce que je n'étais pas qualifié, non pas parce que je ne l'ai pas gagné, mais parce que pendant la majeure partie de ma vie, des systèmes comme celui-ci n'ont pas été conçus pour des personnes comme moi. Elle regardait la foule. Et quand je suis finalement entré dans les espaces pour lesquels j'avais travaillé toute ma vie, je me suis encore rappelé que je n'avais pas ma place. Une longue respiration. Mais je suis resté. Je me suis levé et je leur ai fait me voir. Elle fit une pause. Je ne suis pas ici parce que je suis spécial. Je suis ici parce que j'ai eu la chance de survivre à un moment qui aurait dû me briser. Et parce que j'en connaissais trop d'autres qui ne l'ont pas fait. Une ampoule flash a cliqué quelque part dans la foule. Cette médaille n'est donc pas seulement la mienne. Elle appartient à chaque femme à qui on a dit de se taire. Chaque homme à qui on a dit que la justice n'était pas pour lui. Chaque enfant qui a regardé la loi et n'a vu que la peur. Ceci est pour vous. Les applaudissements qui ont suivi n'ont pas été explosifs. C'était respectueux, profond, comme si des gens applaudissaient pour quelque chose qu'ils comprenaient enfin. À la fin de la cérémonie, Céleste descendit de scène. Et quelque part au loin, dans une prison d'État de l'autre côté de la frontière, Hank Ricker regardait l'émission sur un petit téléviseur monté. Il n'a pas cligné des yeux, n'a pas bougé, n'a pas parlé, il a juste regardé la femme qu'il avait autrefois tenté de briser se tenir devant la nation et a été honoré pour la force même qu'il avait tenté d'effacer. L'écran est devenu noir après le générique, mais le silence dans la pièce est resté avec lui. Pas de punition, juste la vérité. Et il s'avère que la vérité est la seule chose qu'il ne pouvait pas taire. Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience n'était pas seulement l'histoire d'une femme ou d'un palais de justice. C'était une histoire sur la dignité, la vérité et ce qui se passe lorsque nous disons finalement que ça suffit. La juge Céleste Monroe ne s'est pas contentée de faire respecter la loi. Elle est devenue la ligne dans le sable. Elle nous a rappelé que la justice n'est pas seulement une question de punition. C'est une question de responsabilité. Il s'agit de la force de se relever après avoir été dépouillé, de parler lorsque le silence est plus facile et de diriger avec intégrité même lorsque le système se retourne contre vous. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu assez longtemps pour constater à la fois des changements et des résistances, cette histoire est plus profonde, car nous savons que les progrès réels sont lents. C'est coûteux. Et cela exige du courage de la part des gens ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires. Peut-être avez-vous vécu quelque chose comme ça. Peut-être avez-vous vu un être cher faire face à l'injustice. Peut-être que vous vous sentiez impuissant face à tout cela. Mais cette histoire montre que le pouvoir ne vient pas d'un badge, d'un titre ou même d'un banc. Cela vient du fait de rester debout lorsque le monde vous dit de rétrécir. Alors, si cette histoire vous a ému, si elle vous a donné le sentiment d'être vu ou entendu ou si elle vous a simplement rappelé que le changement est encore possible, ne la gardez pas pour vous. J'aime cette vidéo. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à raconter des histoires qui comptent, des histoires qui remettent en question, inspirent et disent la vérité à haute voix. Parce que la justice ne s'arrête pas au tribunal. Cela commence avec nous, ensemble, maintenant.